Alors, dans cette présentation, nous allons voir les langages utilisés pour la création de pages web dites statiques, même si avec HTML5 et JavaScript, comme on le verra un peu plus tard, elles sont de moins en moins statiques, mais on va s'intéresser principalement au contenu de ce qu'est un site web. Donc dans un premier temps, un petit peu d'histoire et d'évolution des langages. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec une présentation d'HTML, ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Puis on abordera CSS et l'architecture globale d'un site, ce que vous mettrez en pratique lors de la séance en classe. Donc, rapidement, HTML est né en 1991, il a évolué au cours des 20 dernières années pour arriver à la version la plus récente qui est XHTML5. CSS, lui, évolue de manière moins fréquente et est apparu surtout beaucoup plus tard. On va voir qu'HTML nous permet de coder le contenu de notre site, alors que CSS nous permet de définir son apparence. Alors, la première question, qui est une question historique, est-ce qu'il existe une différence entre Internet et le web, puisqu'on a tendance, dans le langage courant, à utiliser les deux de manière totalement indifférente. En réalité, il en existe une. Internet vient d'Internet Protocol, qui est le protocole de connexion entre les objets reliés sur le réseau. Donc, il est défini notamment par ce qu'on appelle l'adresse IP, qui est une suite de 4 octets qui permet d'identifier de manière unique chacun des membres du réseau. Le web, lui, pour 3W, World Wide Web, auquel est associé finalement le codage HTML, correspond au site, c'est-à-dire au contenu présent sur le réseau et auquel on accède grâce à nos navigateurs. Donc ce sont bien deux choses différentes. Internet est apparu au début des années 80, et c'est le descendant d'ARPANET, qui est le réseau en fait militaire américain, qui permettait notamment la communication entre les bases militaires américaines. Le web, lui, a été inventé en 1989 au CERN, Centre européen de recherche nucléaire, et diffusé au grand public dès 1991. Alors, qu'est-ce que c'est qu'HTML ? HTML veut dire Hypertext Markup Language, pour langage hypertexte à balise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, ça me permet de créer des liens entre les éléments, et ça va me permettre de coder le contenu de la page. Si je n'ai qu'HTML, j'ai quelque chose de pas très joli. Voilà à quoi ressemble le code HTML. Il est constitué de balises encadrées par les symboles inférieurs et supérieurs, notamment. Le CSS, lui, signifie Cascading Style Sheets, ce qui veut dire feuille de style en cascade, qui va me permettre de définir et de coder la mise en forme, c'est-à-dire la couleur, le soulignement du texte, la mise en place de bordures par exemple, l'intégration d'une couleur d'arrière-plan, d'une image, etc. Alors, la première question à laquelle on peut répondre, c'est est-ce qu'il s'agit d'un code ou est-ce qu'il s'agit d'un programme ? Les deux étant souvent confondus, dans votre cas, en tant qu'élève d'ISN, vous ne pouvez pas vous tromper. Il s'agit ici, bien évidemment, de code, c'est-à-dire qu'on utilise une forme de représentation pour en définir une autre. Le texte va être représenté par des balises particulières, la mise en forme de ce texte, le fait qu'il s'agisse d'un titre, d'un paragraphe, de l'appel d'une image ou d'un lien vers un autre site, tout ça va être codé. Donc on est exactement dans le même niveau finalement que ce qu'on a vu en tout début d'année avec le codage des nombres ou le codage des caractères. Il s'agit d'une forme différente, bien évidemment. Il n'y a aucune exécution, il n'y a pas de programme exécuté avec HTML et CSS. Ce sera le cas avec JavaScript éventuellement, ce serait le cas si on parlait de site dynamique en PHP ou en ASP. Le code que vous écrivez est toujours visible. Comment est-ce qu'on fait ça ? Quel que soit le navigateur, si vous faites un clic droit sur une page web, vous avez systématiquement accès à la commande « Afficher le code source », ce qui me donne accès à tout ce que j'ai codé. Donc, y compris des liens vers les fichiers cachés que sont les fichiers CSS, les fichiers images chargées, les fichiers scripts, etc. Qu'est-ce que ça implique ? On ne doit jamais intégrer d'informations confidentielles
dans un site web ou dans un fichier CSS, sous peine de se voir pirater ou cannibaliser ces informations. Alors, on va commencer par définir la syntaxe de base, la syntaxe élémentaire. Pour l'HTML, donc, on utilise des balises qui fonctionnent en couple. D'accord ? Une balise ouvrante, ici, le contenu, ce qui va être encadré par deux balises, la deuxième balise étant, elle, fermée avec un slash ici, hein, comme si j'utilisais la notion de barre ou de complément en logique. C'est le cas le plus courant. Il existe des balises un peu particulières, comme la balise BR ici, qu'on appelle une balise orpheline. Elle est seule, et elle se ferme directement à la fin. Enfin, il y a une balise vraiment spéciale, qui est la balise image, parce que elle est orpheline, mais elle ne se ferme pas avec le trait. D'accord ? Donc on n'a pas besoin de mettre le slash pour la fermer, elle est juste spéciale. Alors, en plus des balises, dans HTML, il y a ce qu'on appelle les attributs. Les attributs permettent de renforcer ou de personnaliser les traits de caractère d'une balise. La syntaxe des attributs, on écrit attribut, d'accord ? Donc le nom de l'attribut, égal pour définir sa valeur, et la valeur est incluse entre deux guillemets ou deux quotation marks. Donc un exemple, l'attribut classe, qu'on aurait ici, classe égale par exemple terminal, qui regroupe tous les élèves de terminal du lycée. ID, qui est un attribut, ça veut dire individu ou individuel, c'est un élément unique. Par exemple, l'un d'entre vous est un élément unique de la classe de terminal. Pour la balise image, elle utilise deux attributs indispensables. Le premier, src, pour source, c'est là où est rangée l'image, sauvegarder l'image. Ça peut très bien être une URL en ligne ou un endroit précis dans mon site et dans l'arborescence de mon site. Un attribut complémentaire obligatoire, qui est l'attribut alt pour alternate, donc texte de remplacement. Si je navigue avec un appareil qui n'est pas capable d'afficher les images, ce texte sera affiché à la place de l'image. Et il est obligatoire. Les attributs width et height, qui définissent les dimensions de l'image, ils ne sont pas obligatoires, ils permettent de redimensionner l'apparence de l'image. La balise A, autre exemple de balise à attribut, l'attribut href, qui définit l'URL cible. Et target, qui va définir la fenêtre cible cette fois, c'est-à-dire est-ce que j'ouvre dans la même fenêtre, dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre. Donc voilà quelques exemples de structures que vous allez utiliser. Pour coder en HTML, il ne faut pas grand-chose. N'importe quel bloc-notes suffit. Que ce soit le bloc-notes tout simple de Windows ou de macOS, le Notepad++ a un gros avantage, il va permettre de colorer et d'identifier les balises. Word permet aussi de coder, avec un immense défaut pour le coup, il va nous rajouter un certain nombre d'informations en en-tête, générer un code spécifique et des fichiers beaucoup plus lourds. Enfin, il existe des éditeurs spécialisés comme Dreamweaver de Adobe, FrontPage, qui a un peu disparu du marché de Microsoft. Enfin, des éditeurs en ligne comme Tryit ici, sur le site de W3 School, qui permettent de s'entraîner directement en ligne, on tape du code et on peut tester ses effets. Ce que nous allons utiliser nous ici, Editech, qui s'intègre complètement à Google Drive et qui permet de coder HTML, CSS, PHP, JavaScript, etc. Pour l'HTML, le format de fichier, c'est .htm ou .html. Alors, lorsque je crée mon nouveau fichier, la première étape va consister à dire que mon fichier texte n'est pas juste du texte, mais du fichier HTML. Pour ce faire, on a un premier élément ici, qui est le doctype. Le doctype a beaucoup évolué. Pour HTML5 et XHTML5, il est vraiment extrêmement court, simple à retenir. L'ancien, la version précédente, dans XHTML 1.0, vous voyez la longueur ici, hein, c'était nettement moins drôle à taper. Ensuite, pour indiquer qu'on va coder en HTML, j'ai les deux balises HTML en tête, puis les balises head, qui sont des balises d'éléments invisibles, mais qui me permettent de définir les caractéristiques globales de ma page web. Comme ici, hein, on a
metaChar7 qui va me définir l'encodage des caractères. Donc UTF-8, ce qu'on a déjà vu, qui va me permettre de coder les accents et les caractères spéciaux sur 8 bits. Le titre de la page, qui lui s'affiche en haut de la fenêtre de navigation. Et enfin, les balises body, c'est le contenu, c'est ce que je veux voir dans ma page. Donc ça, c'est l'architecture minimale. On pourrait en fait se sauvegarder un fichier qui ressemble à ça, pour, plutôt que de le retaper à chaque fois, partir de cet élément-là. Alors, au-delà des blocs head et body, il existe des éléments de structuration. Les blocs de base, le bloc div, par exemple, qui est une division, hein, donc on découpe ma page en sous-parties, H1, H2, H3, etc., qui sont des balises titres, la balise P paragraphe, et ça, ce sont des balises blocs. Depuis HTML5, sont apparues les balises header, footer, en tête et pied de page, section, article, barre de navigation, et aside, on verra un peu plus tard à quoi ça ressemble. L'idée étant de structurer la page, donc un bloc occupe toute la largeur par défaut, et les blocs se mettent les uns à la suite des autres. On va voir aussi que grâce à CSS, on va pouvoir modifier cet aspect-là. Les éléments dits inline, en ligne, comme span, donc les liens, les URL, les images. Qu'est-ce que ça veut dire en ligne? C'est que les éléments se mettent, comme on peut le voir ici, les uns à la suite des autres. Alors, les deux, blocs comme inline, ont des intérêts, et on voit ici que l'objectif qu'on va chercher à obtenir est celui-là, avec une page structurée pour faciliter la lecture, en tête, pied de page, menu de navigation par exemple, des sections différentes pour chaque article, avec des asides, c'est-à-dire des éléments sur le côté, c'est ce qu'on voit sur Wikipédia par exemple, les petits add-ons de précision sur le côté de la page. Alors maintenant CSS a un petit bug dans le jeu d'animation. Donc le CSS peut être utilisé en local. Ça peut être intéressant quand on cible un élément particulier du texte. Donc on va intégrer l'élément style, ici, donc par exemple la body, à H2, à P. Problème de cette façon de faire, c'est qu'il faut l'appliquer à chacune des balises dans toute la page. La meilleure solution, c'est dans un fichier séparé. Ici, CSS, avec le code CSS qui nous intéresse, et on va pouvoir, du coup, chaque fois que j'ai un P, tous les P prendront le même style. Ça veut dire que je n'ai pas à retaper à chaque fois le code de style, comme ici, il va être défini de manière générale. Donc on voit ici apparaître en bleu body et P qui sont des balises globales, le point citation qui va être lié à un ID, l'attribut ID qu'on a vu précédemment. On pourrait avoir hashtag pour la classe, on peut aussi regrouper l'application de style CSS à plusieurs éléments. Alors, voici un exemple de fonctionnalité extrêmement avancée qu'on peut obtenir grâce à CSS. J'espère que la page ne va pas être trop longue à charger. Et vous allez voir ici une animation du système solaire qui utilise finalement en HTML que la balise div pour découper en segments. Et le CSS me permet d'avoir le trait rouge ici autour du soleil, le halo, la Terre qui fait le tour sur son orbite, la Lune qui tourne autour de la Terre, et on voit la planète Mars ici, qui tourne sur une orbite plus grande et à une vitesse plus lente que la Terre, autour du Soleil. Donc ça, ce sont des animations réalisées en CSS. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il n'y a pas d'exécution de code, c'est le cas, mais en réalité on est capable de générer des animations et des fonctionnalités extrêmement puissantes depuis HTML5 et CSS3. Donc, comment est-ce que je relie maintenant mon fichier CSS avec HTML? Dans l'entête, d'accord, je vais d'abord créer un fichier style.css, alors je peux l'appeler comme je veux évidemment, tant que l'extension est CSS, et dans l'entête, dans le head du fichier HTML, je vais écrire cette ligne-là, link, donc lien, style sheet, donc je fais un lien avec une feuille de style, le type de ce fichier c'est texte ou CSS, et le fichier s'appelle style.css. Lorsque j'écris cela, j'indique que ce fichier style.css est juste à côté du fichier HTML dans lequel je l'ai relié. Bien évidemment, ici je pourrais rajouter des sous-répertoires si j'ai utilisé une arborescence pour structurer mon site. Donc, on peut choisir, enfin, les éléments à personnaliser comme on l'a vu